Bienvenue dans Un jeune, une histoire, la série audio qui donne la parole aux jeunes de 20 ans et moins. Une production signée Colette Cause, animée par Eva Bourgin. Coucou Ilona. Coucou. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Colette Cause et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Un jeune, une histoire. Alors le concept, c'est la première fois qu'on le fait, donc tu es la première invitée. Merci, quel honneur. Le concept est assez simple. Inviter un jeune ou une jeune adulte pour qu'il ou elle puisse nous expliquer une leçon, une histoire ou une expérience qu'elle a tirée de la vie et qu'il ou elle aurait envie de nous partager. Comment tu te sens déjà ? Voilà, je suis un peu stressée, je me dis qu'il faut pas que je dise n'importe quoi, mais ça va aller, j'ai bu du café, donc... C'est fulgurant. Ça va bien se passer. Alors quand je t'ai connue il y a tout juste un an, pas encore un an, tu m'as informé que tu étais atteinte d'albinisme. Alors moi je connaissais pas trop, je me suis renseignée et je me dis qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme moi qui connaissent pas trop ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ? Alors l'albinisme en fait c'est une anomalie génétique qui se traduit par généralement un manque de mélanine qui est le pigment qui colore la peau, les poils, les yeux, les cheveux. Et c'est souvent aussi en lien avec une déficience visuelle. Pour qu'une personne soit atteinte d'albinisme, il faut que les deux parents soient porteurs d'un gène de l'albinisme, étant donné qu'il y en a une multitude, et il faut que ce soit en plus de ça exactement le même gène. Et donc l'albinisme, souvent on croit que c'est davantage les personnes d'origine noire qui sont atteintes d'albinisme, mais ça c'est un gros cliché. Il n'y a pas d'ethnie pour être atteint d'albinisme, il y a n'importe quelle nationalité, personne qui peut être atteinte de la maladie, et aussi des animaux qui peuvent être aussi atteints, et aussi des plantes, je me suis renseignée. Okay. Et donc ça s'appelle pas vraiment l'albinisme il me semble, et c'est pas en lien avec la mélanine, mais c'est avec un manque de chlorophylle qui teint en fait les plantes. Voilà. Ok, super intéressant. Comment on a su que tu étais atteinte d'albinisme ? C'est depuis la naissance ? Est-ce qu'on l'a vu tout de suite ? Alors, c'est pas quelque chose qu'on voit sur les échographies, parce que c'est surtout physique, donc la couleur de la peau, on la voit pas dans le ventre. Mais ma mère, du coup, je lui ai posé la question de comment ça s'était passé pour elle. Quand elle a accouché, elle m'a dit qu'elle avait tout de suite vu qu'il y avait une différence. Elle a tout de suite pensé à l'albinisme, même si elle connaissait pas vraiment la maladie. Et donc c'est surtout au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que j'avais, au-delà des cheveux très clairs, des problèmes de vision, où j'étais quasi aveugle en fait à la naissance. Et donc c'est là qu'elle s'est interrogée, elle a essayé de voir plusieurs médecins. Et donc c'est une médecin de Strasbourg qui a posé le diagnostic donc plusieurs mois plus tard. Et une petite anecdote que ma mère m'a racontée et qui l'a marquée quand je suis née, c'est donc le pédiatre qui lui a fait une petite réflexion en lui disant vous inquiétez pas, dans le noir elle est comme tous les autres enfants. Voilà. Chouette. C'est aberrant quand même d'avoir ce genre de réflexion quand tu viens d'avoir un enfant ou une enfant, mais bon. Comment après ta maman elle a géré ça au niveau des démarches ? Est-ce qu'elle a aussi été guidée par ce médecin qui a posé le diagnostic ? Comment ça s'est passé ? Alors de ce qu'elle m'a raconté, c'est elle personnellement, elle a fait énormément de recherches. Elle a découvert une association qui s'appelle Jeune Espoir, qui a été créée par une maman qui a 3 enfants, dont 2 qui sont atteints d'albinisme aussi. Et donc ils l'ont accompagnée dans tout ce qui était médical et pédagogique, parce qu'il y a certains suivis pédagogiques aussi qui doivent être mis en place. Et donc c'est grâce à cette association qu'elle a découvert la maladie et puis tout ce qui pouvait être mis en place. Parce que du coup, dès la naissance, quand tu es née, ta maman l'a vu de par ta peau. Donc tu as les cheveux, on va dire, blancs. Argentés. Argentés, plus blanc, qui vire au blond-blanc. Les sourcils aussi. Est-ce qu'au-delà du physique, tu as d'autres, dont tu parlais de déficience visuelle. Est-ce que toi, depuis petite, comment t'as géré ce problème de vue ? Alors, ma maman, du coup, pour tout ce qui était accompagnement visuel, elle s'est renseignée, elle a vu que
c'était possible d'élargir le champ de vision, parce que généralement quand on est atteint d'albinisme, on a un champ de vision donc, plus restreint. Et donc dès mon plus jeune âge, elle a stimulé mon champ de vision avec des cibles. Après, elle a incorporé des couleurs, etc. Et j'avais plusieurs rendez-vous médicaux chez des ophtalmos et psychomotriciens. Psychomotriciens. Donc toute mon enfance a été un peu rythmée par les rendez-vous médicaux, mais sinon d'un point de vue personnel, je compensais souvent en fait mon manque de vision avec d'autres capacités, c'est-à-dire que je sens énormément les choses et il y a certaines choses que j'ai gardées même aujourd'hui, je sens généralement tout, je fais très attention aux détails, c'est comme ça que je repérais souvent les gens à leur démarche, même si je les voyais pas clairement. Je fais attention aux détails et ça me permet de mieux appréhender ce qui se trouve autour de moi. Et pareil pour ce qui est de l'audition, c'est-à-dire que j'ai une audition assez développée. Quand j'étais petite, je pouvais savoir qui marchait juste en reconnaissant les pas, parce que du coup ça m'aidait à compenser en fait le manque visuel. Donc de loin, j'ai 2,5 dixièmes d'un œil et 3,5 dixièmes de l'autre. Et de près, j'ai environ 7 ou 8 dixièmes. Voilà. Et tu portes pas de lunettes ou de... Alors, normalement, je suis censée les porter, mais c'est vrai que j'ai appris à être sans, mais normalement, je devrais les porter. La compensation, elle est toujours là, dans le sens où tu fais avec et... Ouais, on s'y habitue, puis ça fait partie de moi, et je vois pas la différence. C'est-à-dire que cette compensation-là, je m'en rends pas compte. Enfin, je le fais de manière naturelle. T'as eu des opérations, du coup, pour ça? Quand j'avais 4 ans, on m'a opérée parce que j'ai aussi donc, un nystagmus qui se traduit par le mouvement des yeux, de tremblement. Et donc, quand j'étais petite, j'avais une fixation vers le bas. Et donc, on allait voir un médecin, le fils d'un médecin très connu, il me semble, à Nancy, qui est réputé dans le domaine et donc qui m'a littéralement sorti les yeux des orbites pour toucher les câbles derrière pour remettre les yeux sur une ligne horizontale plutôt qu'une fixation vers le bas. Et donc voilà, c'est ma plus grosse opération et c'est la seule opération que j'ai eue pour mes yeux. Ok. Tu es atteinte d'albinisme depuis la naissance. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs qui, eux, justement, ne sont pas atteints de cette maladie? Alors oui, j'ai un frère et une sœur et tous les deux ne sont pas atteints de la pathologie. Et donc, étant donné que c'est un gène, donc c'est génétique, on a essayé de chercher qui était atteint d'albinisme à la fois du côté de mon père et de ma mère et on n'a pas retrouvé. On ne sait pas d'où vient le gène et je suis la seule... à notre connaissance atteint d'albinisme alors que c'est génétique, donc il y a forcément quelqu'un des deux côtés qui a été ou qui est atteint d'albinisme, voilà. Mais pour donner un ordre d'idée, en France, non, dans le monde, l'albinisme touche une personne sur 20 000. Donc ouais. Voilà, c'est une petite partie de la population. Tu es unique. Petite. Et je crois que dans ces personnes-là, seulement 5% de ces personnes souffrent de malvoyance. Je l'avais lu aussi au niveau du symptôme déficit visuel. Donc il y a quand même peu de personnes aussi qui sont touchées par ce symptôme-là. Mais bien sûr, on a, comme tu l'expliquais précédemment, la dépigmentation, voilà, la couleur de peau, des cheveux, des sourcils et des yeux aussi parfois très clairs. Oui, en fait, il y a plusieurs degrés sur chaque élément. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir la peau très claire et les yeux foncés. Ouais. Des personnes qui vont ne pas avoir de problème de vision. D'autres qui vont avoir la totale, comme moi. Les cheveux, les yeux, etc. Et des personnes qui vont avoir des plus gros problèmes de vision que moi, qui peuvent être quasi aveugles. Aussi. Il y a plusieurs degrés sur chaque facteur. Oui, ça change en fonction de la personne et du gène du coup porteur. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe toujours aucun traitement pour faire face à cette maladie, à ces symptômes. Est-ce que aujourd'hui tu fais toujours des contrôles, des soins par rapport à ça? Normalement, donc, tous les ans, j'ai des rendez-vous chez les ophtalmos pour voir comment ça évolue, mais généralement, ce n'est pas dégénératif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution négative ou positive généralement quand le diagnostic est fait. Quand il y a une évolution qui est faite, c'est surtout quand on est très très jeune, c'est-à-dire que moi je voyais presque rien quand j'étais née et j'ai gagné en vision grâce aux exercices de ma maman. Mais sinon, à partir d'un certain âge, c'est assez stable et ça évolue pas trop quoi pour la vision. Et donc le deuxième aspect qui est important avec l'albinisme, je l'ai pas précisé avant,
Et donc c'est la peau qui est très sensible du coup au soleil et qui peut, quand on est atteint d'albinisme, on a une tendance plus importante à avoir des cancers de la peau. Donc ça nécessite un suivi dermatologique, des grains de beauté, etc. qui peuvent être indicateurs d'un cancer ou non. Et donc ça doit être normalement tous les 6 mois aller chez le dermatologue pour voir si tout va bien. Voilà. Comment tu vivais cette maladie quand toi tu étais petite? Je me demande si tu te posais, avant même d'avoir la prise de conscience et de rentrer dans l'adolescence, si toi tu ressentais cette différence, on peut appeler ça, ou le poids de cette maladie par rapport à des copains, des copines à l'école? Moi, c'est plus, je me suis rendu compte que j'étais différente. En fait, j'ai l'impression que je l'ai toujours su, mais plus parce que j'ai eu très jeune des rendez-vous médicaux et on en parlait depuis que je suis petite. Je le savais que j'étais atteinte d'albinisme, etc. On en parlait beaucoup avec ma maman, ça n'a jamais été, et mon papa aussi, un tabou. Et après, c'est vrai que tu comprends vraiment que t'es différent à partir du moment où les gens te le font comprendre. C'est-à-dire que si personne ne m'avait fait de réflexion, je me serais jamais dit « Ah, mais t'es différente, en fait. » Ouais. Non, c'est vraiment parce que les gens te font des réflexions. Et étonnamment, alors il y a les enfants qui vont avoir des questions sur tes cheveux, etc. Mais il y a aussi des adultes. Voilà, comme quoi la bêtise ne touche pas que les enfants. Et touche aussi les adultes et voilà, des parents qui demandaient à ma maman si elle me décolorait les cheveux, les cils et les sourcils à 5 ans. Oui, bon voilà quoi. Pour ce qui est de l'école, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu des groupes d'amis. Je me suis jamais sentie seule, on va dire. Par contre, oui, il y avait dans mes groupes d'amis, il y avait souvent des réflexions, etc. Surtout au collège, mais moi, vu que je savais pas vraiment comment réagir, je rigolais beaucoup parce que j'avais pas envie d'être la personne qui se vexe et qui accepte pas. Mais au fond, j'étais en mode ah c'est pas sympa, mais je rigolais puis je faisais comme si c'était super drôle et puis voilà, on passait à autre chose quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai que je pense pas avoir été victime d'harcèlement scolaire et quand j'ai été témoin d'autres personnes qui étaient victimes de harcèlement, je me disais mais pourquoi elle et pas moi, parce que j'avais l'impression d'être plus légitime à même d'être harcelée par rapport à quelqu'un qui était jugé comme normal. Voilà. C'est quoi les phrases qui t'ont marqué dans ton enfance sur l'albinisme, sur la maladie que tu as? Des trucs, mais souvent c'était des personnes âgées qui étaient là, bah il faut peut-être aller bronzer, c'était souvent des trucs comme ça, ou une des mamans qui disait à son enfant, regarde c'est comme un ours blanc. C'est terrible, moi j'en ris nerveusement, mais c'est juste affreux. Bon, au bout d'un moment tu te dis... Puis je me dis pour ta maman aussi, c'est déjà qu'elle a dû faire face aux réflexions des médecins, t'étais à peine née, et que c'est ce processus un peu de discrimination et de harcèlement continuait aussi pour elle. Ouais. Surtout des adultes qui posaient des questions. Il y a une autre anecdote, ça m'est arrivé, j'étais à Nice, on était à la plage avec ma sœur, parce que ma sœur habite à Nice. et donc il y a une maman en fait j'ai compris que c'était une maman qui avait demandé à sa fille de venir me voir pour savoir pourquoi j'étais blanche et j'avais les cheveux blancs. Et en fait tu te dis mais les gens sont débiles quoi. À quel moment tu te dis je vais demander à ma fille d'aller demander à la personne là-bas que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève pourquoi elle a les cheveux blancs. Tu fais pas ça avec quelqu'un d'une peau noire, ou si, il y en a sûrement qui le font, c'est très problématique. Non, mais c'est ça, c'est la problématique. Voilà. C'est un gros problème. Mais en fait, surtout qu'on est quand même dans une société où on définit les gens par leur apparence, donc leurs caractéristiques physiques, avant même que ces personnes-là ouvrent la bouche. Donc je me dis, quand tu as une maladie qui, justement, te fait avoir des caractéristiques qui peuvent être différentes de la majorité de la population, c'est ce stéréotype sociétal, c'est encore plus dur, je trouve. Je sais pas, pour les personnes qui sont atteintes d'albinisme en tout cas. Je sais que pour l'acceptation, moi je suis passée par plusieurs étapes, c'est-à-dire que il y a une période de ma vie, je crois que c'était fin primaire, début collège, j'avais vraiment une phobie sociale, c'est-à-dire que surtout quand on allait faire les magasins, les courses, etc., j'avais l'impression que tout le monde me regardait, et dans le sens négatif, qui se disait ah mais elle est immonde, sa peau, ses cheveux, et du coup vraiment j'étais à l'affût des regards et ça me bouffait quoi. Et donc au fur et à mesure, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais au bout d'un moment, je me suis dit au bout d'un moment
je suis née comme ça, je vais mourir comme ça, donc c'est soit j'accepte, soit je vais me tirer une balle, quoi. Donc... Ouais, c'est une bonne, un bon choix. Oui, non, mais en on soi, n'a pas c'est trop ça. le choix d'accepter, et puis tu te dis, en fait, c'est juste la vie des gens. Moi, c'est pas dégénératif, donc je suis pas malade, j'ai pas besoin d'être, Oui, c'est ça. d'avoir des soins, etc. Et c'est juste, physique. Alors oui, j'ai les problèmes de vue, etc. Bah, de toute façon, t'as pas le choix de passer outre. Ah bah sinon, ça te bouffe toute ta vie, et c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. Non, mais... Pas cool pour soi. Non, mais bien sûr, tu finis par être rongé jusqu'à Oui. ta mort, en fait, et t'auras pas vécu pour toi, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a aidé, même si tu dis que justement, t'as pas trop de souvenirs de ce qui a pu t'aider à accepter aussi, mais est-ce que tu te souviens de quelque chose qui te faisait du bien par rapport à ça, au regard des gens, qui est finalement plus handicapant, hein, entre la maladie et le regard des gens, c'est le regard qui pèse. Je sais qu'il y avait à un moment donné, je regardais beaucoup des interviews de personnes qui étaient atteintes d'albinisme. Je voyais que on passait tous par les mêmes moments de remise en question, etc., de doute, où t'as envie d'être normal, en fait. Tu te dis, mais pourquoi moi, en fait? Et en fait, c'est la vie. Mais, et puis, moi, j'ai énormément réfléchi, c'est-à-dire que au début, je crois que j'ai été accompagnée par des psychologues, mais très vite, on n'a plus vu de psychologue. Et j'ai l'impression que ce parcours un peu psychologique d'acceptation, j'ai voulu le faire toute seule. C'est-à-dire que je prenais beaucoup de temps, je réfléchissais énormément toute seule en me disant, bon, il faut que... Je sais pas, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait, où je réfléchissais, je me disais, non, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est... Ce qui fait que maintenant, je suis un peu je m'en foutiste sur énormément de choses. Et pas que sur l'albinisme ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que je suis devenue pas je m'en foutiste, mais disons que tu choisis pour quoi tu vas à mettre de l'énergie, ce pourquoi tu vas être sensible ou autre, tu fais plus le tri, quoi, avec une certaine maturité, je pense, aujourd'hui. Ouais, mais peu importe les sujets. Ouais, dans ta vie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as 20 ans, je voulais en venir à ça, justement. Est-ce que tu oublies, depuis le début du podcast, on parle de maladie, de handicap. Est-ce que déjà, tu oublies que tu as ça? Et est-ce que tu considères vraiment, aujourd'hui, ça comme un handicap ou une maladie? Alors, je dirais aucun des deux, finalement. Parce que je souffre pas physiquement de cette anomalie génétique. Ça a été très dur psychologiquement. Mais je suis passée par plusieurs étapes, etc. Mais maintenant, c'est-à-dire que après, j'ai toujours cherché à faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc généralement, les gens ils ne savent pas tout de suite que je suis différente, etc. Ils vont se poser forcément des questions vis-à-vis de mon physique, etc. Mais à chaque fois, ils étaient plutôt surpris de savoir que j'étais malvoyante ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours voulu cacher ça et faire en sorte que les gens se disent que je suis normale, parce que je me définis pas par mon albinisme, je suis pas juste ça, il y a plein de choses qui font qui je suis. Alors oui, il y a forcément une grande partie de ma personnalité qui vient de tout ce que j'ai vécu par rapport à l'albinisme, par rapport aux façons dont je peux réagir à certaines situations. Il y a plein de mes réactions qui sont liées à ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je suis très très bien avec ma peau, je suis très très bien avec mes cheveux, je suis pas mal à l'aise de montrer ma peau, mes cheveux, mes yeux. Et puis toutes les personnes qui peuvent faire des réflexions, je m'en fous royalement, quoi. C'est super. Voilà, je conseille de vous en foutre. Mais qui que ce soit quelqu'un qui ait aucun problème de peau ou quoi que ce soit, vraiment, on s'en fout, quoi. Parce que vous êtes seul et les gens, ils vous connaissent pas, ils savent pas ce que vous avez vécu ou quoi que ce soit, donc on s'en fout royalement. T'as une bonne pub pour le regard des gens. Mais est-ce que aujourd'hui le regard des gens a aussi évolué? T'es devenue une jeune femme. Je veux pas stigmatiser ni mettre les hommes dans une case, mais je me pose aussi la réflexion de me dire, en tant que jeune femme dans la rue, on a déjà ce regard-là sur notre apparence, et j'en reviens aussi à la couleur de cheveux, la couleur de peau, qui peut étonner certaines personnes, et donc ce harcèlement aussi, qui parfois les jeunes femmes sont victimes, peut grandir, peut être encore plus pesant. Alors, je sais pas s'il y a un lien vraiment propre à ma couleur de cheveux et la façon dont les hommes se comportent avec moi. Je pense que n'importe quelle femme peut raconter une histoire qu'elle a vécue d'harcèlement ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai été amenée à être
dans plusieurs situations dérangeantes. Même quand j'étais très jeune, à 13 ans, on m'a dit des trucs, c'était horrible. J'ai souvent des réflexions dans la rue d'hommes qui font des petits commentaires en mode « Oh là là !» ou des trucs comme ça. Et t'es là, mais ta gueule, quoi. Ouais, Vraiment, clairement. C'est lourd. Ouais. Mais je sais pas si ça a vraiment un lien. Je pense qu'il y a une espèce de curiosité sur la couleur de cheveux, etc. Peut-être qu'il y a un fantasme un peu bizarre de pouvoir fréquenter des personnes un peu, je sais pas, originales physiquement. Atypiques, atypiques. Enfin, si on peut dire ça comme ça, ouais. Cette apparence physique peut-être aussi, dans certains cas, venir accentuer le regard des hommes, de cet harcèlement déjà que les jeunes femmes subissent quotidiennement quand on est atteint, quand on a une couleur de cheveux qui diffère de la norme, etc. quoi. En fait, je pense malheureusement. que c'est vraiment une curiosité qui est un peu malsaine. Ah oui. Ouais. Et donc, ce qui fait que oui, j'ai l'impression d'avoir des fois plus de réflexion que d'autres personnes autour de moi. Mais oui, je pense que c'est plus de la curiosité. Oui, curiosité mal placée. Je m'intéressais aussi aux médias, parce que là on parle de la population, mais je m'intéresse aussi aux médias, à l'information. Quand j'ai cherché des informations à propos de cette maladie, j'ai l'impression que c'est encore très cliché, stéréotypé, parce que on ramène souvent, comme tu l'as très bien dit, cette maladie à l'Afrique, à la population d'Afrique subsaharienne, la population noire. Est-ce que toi, tu as ce ressenti aussi que cette maladie, que l'albinisme en soi est encore pas très bien, on va dire, connu, merci, au regard des gens de la population? Il y a plusieurs choses qui m'ont marquée, mais surtout quand j'étais jeune, c'était les médecins, en fait, la méconnaissance de la pathologie par les médecins et ophtalmologues qui ne connaissaient pas du tout la maladie. Et tu te dis, mais... Ah ouais, quoi. Bref. Et pareil, le regard, je suis déjà allée chez le médecin pour d'autres raisons, et il y a toujours un peu cette curiosité aussi de la part des médecins qui posent des questions par rapport à l'albinisme, alors que c'est pas le sujet, quoi. Ouais. Cette curiosité qui m'a mis parfois un peu mal à l'aise, alors que c'était pas le sujet. Et sinon, oui, les gens en général, ils ont plein de stéréotypes, ils pensent à chaque fois que ça ne touche que l'Afrique. Après, j'ai entendu plein de choses horribles sur les personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Je sais que typiquement au Kenya, c'est un peu vu comme une malédiction. Une malédiction ou une bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a du trafic d'organes de personnes atteintes d'albinisme. Enfin, c'est tout un truc. Donc, je suis contente d'être née en France, mais ça prend une ampleur. Ça fait peur, quoi. Oui, clairement, oui, j'avais lu pas mal de choses assez atroces au niveau du trafic d'humains, au niveau des yeux, des cheveux, etc. Donc, coûte cher. Ouais, c'est un petit peu ça, et c'est terrible. C'est terrible, mais comme tu disais, il y a une curiosité, comme on le disait précédemment, de la part des hommes ou des femmes, qui peuvent être aussi dans l'harcèlement, acteurs de l'harcèlement, et aussi une curiosité médicale de la part des médecins qui, là, justement, dévient sur un sujet complètement hors sujet, pour le coup, par rapport à aux visites que tu peux faire. Alors qu'à la base, tu vas chez le médecin, t'as envie d'être en confiance, etc. Et puis quand tu commences à aborder le sujet, alors que c'était pas l'objectif de la consultation, ça met pas en confiance, et c'est un peu malsain, quoi. Ouais, il y a encore ce côté curiosité, vu que peut-être qu'ils en voient pas beaucoup, donc ils sont là. Des fois, j'ai eu l'impression d'être l'animal au zoo, quoi. Ouais, un petit peu le cobaye du laboratoire. Voilà, c'est ça. Est-ce que dans un sens, toi, tu as remarqué qu'il y a un petit peu plus de sensibilisation ou de personnes qui essaient de monter, on va dire, une communauté pour que cette maladie soit reconnue, connue, et qu'on ne soit plus étonné, en fait, dès qu'on parle d'albinisme? Il y a plusieurs associations, comme je disais tout à l'heure, l'association Jeune Espoir, et il y en a plein d'autres que je connais sûrement pas, qui ont été créées. Et puis, je repars sur les médicaments, mais tout ce qui était sur les notices. Par exemple, ma mère utilisait un masque à LED pour faire du bien à la peau. Et donc, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu voir attention à ne pas utiliser si vous êtes en situation d'albinisme. Mais maintenant, donc, sur la notice, il y avait indiqué attention pour la peau. Et donc, je suis sûre qu'il y a plein d'objets du quotidien, notamment par rapport aux UV, etc., où il n'y a pas encore l'indication de faire attention quand tu as un albinisme, mais il y en a de plus en plus. Enfin, je sais que ça se démocratise de plus en plus
dans les notices. Et aussi dans la vie de tous les jours, de par tous les médias, les réseaux sociaux. Forcément, il y a beaucoup d'informations qui passent, mais c'est pas encore assez connu, je pense, à mon goût. Et il y a des personnes, comme là, je vois que tu as devant toi un livre, tu vois ce que je veux dire, de Cécile Yang. Oui. Et je crois que c'est une personne aussi qui a, depuis des années, une vingtaine d'années, je dirais, qui combat aujourd'hui, qui est elle-même atteinte d'albinisme. Est-ce que tu veux en parler ? Alors, justement, donc, c'est ma maman qui a connu Cécile en lisant, quand elle se documentait sur la pathologie. En fait, elle a découvert le livre de Cécile, qui s'appelle, comme tu le disais, Tu vois ce que je veux dire, qui est sorti en 2003, donc 1 an avant ma naissance. Et donc, en lisant son livre, elle a adoré en fait la façon dont Cécile parlait de la maladie, etc. Elle l'a contactée. Et donc en fait, ma mère et moi-même avons rencontré Cécile quand j'étais petite. Elles ont beaucoup échangé entre elles. Et puis, étant donné que Cécile était donc atteinte d'albinisme et très engagée, et elle était presque aveugle. Elle l'est toujours, du coup. Et donc, du coup, tu l'as rencontrée. Est-ce que tu te souviens de cette rencontre aussi Alors moi, je me souviens pas du tout de cette rencontre. J'avais 4 ans, donc ça remonte un petit peu. Mais je sais que j'ai retrouvé une photo de Cécile et moi à une conférence justement de l'association Jeune Espoir. On a déjà rééchangé avec Cécile par mail, etc. Et ça me fait toujours plaisir de parler avec elle. L'épisode va bientôt se terminer, mais j'aurais encore 2 questions. Qu'est-ce que toi... Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui aider les personnes qui sont atteintes d'albinisme, selon toi ? Je pense que c'est important de... En fait, plus il y aura de sensibilisation, moins les gens feront sûrement de réflexion vis-à-vis d'un physique atypique. Après, il y aura forcément des gens qui feront des réflexions. Et même au-delà de votre physique, il y aura toujours des gens qui seront là pour dire des choses sur vous. Donc voilà, parlez-en autour de vous. Il y a plein de personnes qui seront là pour vous écouter. Après, d'un point de vue éducatif, je sais que moi j'ai été très accompagnée dans mes études. Et voilà, continuer à prendre en compte ces déficiences, essayer de les accompagner au mieux pour leurs études. Et arrêter de faire comme si, parce qu'ils sont en situation de handicap, ils ne vont pas faire d'études, ou ils vont direct aller travailler dans des centres spécialisés. Non, en fait, c'est pas parce que t'es atteint d'albinisme ou atteint de n'importe quel handicap que t'as envie de finir au coin d'un petit village dans un centre spécialisé. Non. Donc au bout d'un moment, ça veut pas la haine. Levons-nous. Non, mais clairement, ouvrons les yeux. J'ai l'impression aussi que cette maladie de base que tu as depuis petite, aujourd'hui, c'est une force. Et puis, dans un sens, c'est un point hyper positif parce que ça a développé une sensibilité chez toi. J'imagine que l'injustice, c'est que la différence te touche aussi profondément et que tu comprends mieux les gens aussi qui souffrent de ça, peut-être. Du coup, je comprends aussi comment utiliser mes mots. C'est-à-dire, je sais à quel point certains mots peuvent blesser. Et donc, je fais très attention à ce que je peux dire sur certaines personnes. Généralement, on m'entendra rarement dire quelque chose de mal sur quelqu'un. Et pareil, je déteste voir, même si j'estime ne jamais avoir été vraiment seule, je déteste voir des personnes mises à l'écart dans une situation, dans un groupe, etc. Je déteste ça. Donc oui, il y a cette forme de sensibilité et aussi cette forme de détachement total de tout ce que les gens peuvent dire. Ce qui fait que maintenant, j'ai honte de presque rien et j'ai peur de presque rien. Et donc, ça m'a forgé. En gros, j'ai vraiment une force mentale qui est assez importante. Donc la fierté aussi d'avoir traversé tout ça. Ouais. Et de porter ce gène qui sera avec toi jusqu'à ta mort, mais j'espère très longtemps encore. Merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Merci à toi. J'ai appris plein de choses sur l'albinisme. J'espère que les gens, celles et ceux qui écouteront ce podcast, en sortiront informés, touchés. Donc merci beaucoup pour cet épisode Un jeune, une histoire. Et merci de vouloir sensibiliser les gens sur l'anomalie. Non, on n'a pas tout l'anomalie. Dans le système. L'anomalie dans le système. Parce que c'est pas ta maladie en soi qui a un problème, c'est les gens, c'est ce qu'ils en font.
Donc voilà. Oh là là, cette... Je pose ma plume, on Oh enregistre. là là, cette plume. Voilà, donc gros bisous, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Un jeune, une histoire, donc il y en aura d'autres. Merci d'avoir été la première et puis on se retrouve très vite sur Collet de Cause. Des bisous. Bisous.